Tout commença par un murmure venu de Bruxelles, une fuite si infime qu'on aurait pu l'ignorer, mais les mots qu'elle contenait pesaient comme une bombe économique. Derrière des portes closes, Donald Trump, face aux alliés de l'OTAN, lança une exigence glaçante: relevez les tarifs sur l'Afrique, faites-les plier ou regardez-les mourir de faim. La cible était claire. Le sang vital du continent, le pétrole et l'or, sans eux, les économies occidentales vacilleraient en une nuit. Trump craignait que si les BRICS verrouillaient ces ressources, l'emprise de Washington sur l'ordre mondial ne s'effondre. Pour l'Afrique, le message était brutal: renoncer à la souveraineté ou suffoquer économiquement. Mais à Ouagadougou, la réaction fut tout autre. Le capitaine Ibrahim Traoré ne trembla pas. Il appela cette manœuvre par son vrai nom: une guerre économique déguisée en diplomatie. Et au lieu du silence, il prépara la riposte. Une riposte qui allait secouer l'Afrique, l'OTAN et le monde entier. Car cette fuite n'était pas un hasard. Elle venait de l'intérieur même de la salle où la décision avait été prise. À huis clos, à Bruxelles, Washington exerça une pression implacable sur ses alliés. Relevez les tarifs contre l'Afrique, coupez-les jusqu'à ce qu'ils reviennent à la dépendance. Le message était brutal et les cibles parfaitement identifiées. Le pétrole et l'or de l'Afrique, le sang vital de nations entières, les deux ressources sans lesquelles les industries occidentales s'effondreraient du jour au lendemain. La plupart des dirigeants européens gardèrent le silence, mais pas tous. Parmi eux se trouvait un homme incapable d'enterrer sa conscience. Il savait ce que signifiait une telle décision: une guerre économique déguisée en diplomatie, un nouveau cycle de souffrance imposé à des millions d'innocents. Pourtant, parler publiquement aurait été un suicide politique. Alors un autre choix fut fait. Tard dans la nuit, une seule page du mémo confidentiel glissa discrètement entre les mains d'un journaliste européen anonyme. Pas par des canaux officiels, pas pour le pouvoir, mais comme un acte de résistance silencieuse. Le reportage fut bref mais explosif. Washington avait poussé l'Europe à préparer en secret des tarifs destinés à étouffer les exportations africaines de pétrole et d'or, forçant le continent à s'agenouiller devant Ouagadougou. Ibrahim Traoré n'y vit pas une rumeur, il y reconnut ce que c'était réellement: une déclaration de guerre contre la dignité de l'Afrique. La révélation se répandit alors comme un incendie. En quelques heures, les échos du mémo divulgué parcoururent les capitales africaines. Les titres envahirent les salles de rédaction locales. L'Europe vise le pétrole et l'or de l'Afrique. Sur les réseaux sociaux, les jeunes posaient tous la même question: combien de temps allons-nous encore laisser les autres dicter notre avenir? À Ouagadougou, Ibrahim Traoré n'attendit pas. Avant l'aube, il convoqua ses conseillers. L'atmosphère était tendue mais ferme. Ce n'est pas une question de tarifs, déclara-t-il d'une voix qui brisait le silence. C'est une question de contrôle. Ils veulent notre pétrole, notre or et notre souveraineté. Si nous cédons aujourd'hui, nous serons esclaves demain. À la mi-journée, des appels d'urgence partirent à travers le Sahel. Du Mali à la Guinée et bien au-delà, Traoré exigea une rencontre, non pas de diplomates, mais de dirigeants conscients de ce qui était en jeu. Quelques jours plus tard, un sommet secret s'ouvrait. Non pas à Paris, ni à Genève, mais au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Derrière des portes closes, l'air était saturé de défis. Chaque dirigeant racontait le même scénario. L'or siphonné par des contrats obscurs, les champs pétroliers dominés par des firmes étrangères, les revenus s'évaporant au-delà des mers tandis que les villages restaient dans la pauvreté. Pour la première fois depuis des décennies, la conversation changea. Il ne s'agissait plus de mendier de l'aide, mais de se tenir debout, ensemble. Et Ibrahim Traoré donna le ton: s'ils osent imposer des tarifs, alors nous oserons quelque chose de plus grand. Nous fermerons le robinet du pétrole et de l'or vers leur marché et nous trouverons de nouveaux partenaires qui nous respectent. La salle se figea dans le silence. Puis, un à un, les dirigeants acquiescèrent. La décision était risquée, dangereuse même. Mais à cet instant, les voix dispersées de l'Afrique commencèrent à se fondre en une seule réponse inébranlable. La nouvelle du sommet s'échappa rapidement, non pas par des communiqués officiels, mais par la voix du peuple. Les radios diffusèrent des fragments de discours, et bientôt les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey vibrèrent de clameurs. S'ils veulent notre pétrole et notre or, il leur faudra aussi prendre notre dignité. Les marchés s'emplissaient de tensions, les marchands murmuraient à propos de prix qui pourraient déflamber, de pénuries possibles si l'Europe mettait vraiment ses menaces à exécution. Dans les villages poussiéreux, les paysans se demandaient si leur récolte trouverait encore preneur. Les mères s'inquiétaient pour les frais de scolarité, pour les médicaments, pour cette mince frontière entre survie et faim. Mais sous la peur brûlait autre chose, la fierté. Pendant des décennies, les Africains avaient vu leur pétrole pompé, leur or expédié. On leur disait de se montrer reconnaissants pour des prêts et de l'aide, mais pour la première fois, leurs dirigeants osaient dire non. Sur la place de l'indépendance de Ouagadougou, un jeune étudiant brandissait une pancarte où l'on pouvait lire « Mieux vaut endurer la faim pendant 1 an que l'esclavage pendant un siècle ». La foule rugit d'approbation.
Traoré connaissait le prix à payer. Il savait que geler les exportations allait resserrer les ceintures à travers le continent. Pourtant, lorsqu'il apparut à la télévision nationale, ses paroles résonnèrent plus profondément que n'importe quelle promesse de confort. Nous pourrons souffrir à court terme, mais souffrir avec dignité vaut mieux que vivre éternellement à genoux. Et à cet instant, quelque chose de remarquable se produisit. Des peuples, qui s'étaient longtemps sentis impuissants, commencèrent à se voir comme les acteurs d'une lutte plus vaste, à l'échelle de toute l'Afrique. Le murmure devint un chœur. « Tenez bon, nous sommes avec vous ». Le choc en Europe fut immédiat et indéniable. Des marchés qui considéraient depuis longtemps les ressources africaines comme un simple bruit de fond découvrirent soudain qu'ils regardaient droit dans l'abîme. À Francfort, les traders virent le prix de l'or s'envoler comme une fusée, leurs écrans clignotant en rouge à chaque hausse. À Paris, les planificateurs de l'énergie reconnurent discrètement que plus de la moitié de l'uranium alimentant le parc nucléaire français provenait du Niger, une bouée de sauvetage désormais menacée. À Milan, les dirigeants de l'industrie européenne de la voiture électrique se réunissaient dans la panique. Sans le cobalt et le lithium du Congo, leurs usines allaient s'arrêter et leur révolution verte s'effondrer, avant même de s'enraciner. Mais le point de pression le plus dangereux restait le pétrole et l'or. Le pétrole africain, extrait des puits du Sahel et expédié par le golfe de Guinée, maintenait en vie les raffineries méditerranéennes. L'or africain, en grande partie acheminé par le Burkina Faso et le Mali, soutenait la stabilité financière de systèmes bancaires entiers. Ces deux ressources n'étaient pas des luxes, c'était de l'oxygène. Et désormais, Ibrahim Traoré avait posé sa main fermement sur la vanne. À Bruxelles, les ministres se réunirent en urgence jusque tard dans la nuit. Pendant des années, ils avaient parlé en public de partenariat, d'aide, de croissance partagée. Pourtant, les mémos posés sur leur bureau racontaient une toute autre histoire, celle de la dépendance. L'Europe avait besoin de l'Afrique bien plus que l'Afrique n'avait besoin de l'Europe. Et pour la première fois depuis des décennies, chacun dans la salle en avait conscience. À huis clos, dans les chambres de Bruxelles, le débat devint brutal. La voix de Washington dominait les écrans de visioconférence, exigeant que l'Europe se rallie d'une seule voix aux tarifs et aux restrictions financières. L'Afrique rampera de nouveau, déclara un conseiller américain, une fois que leurs trésors seront à sec. Mais les Européens présents ne hochèrent pas tous la tête. Certains fixaient les graphiques montrant l'arrêt progressif des raffineries, la pénurie de lingots et les contrats de cobalt déjà glissant vers les mains chinoises. Ils savaient que punir l'Afrique pouvait se retourner contre eux avec une vitesse dévastatrice. Un ministre allemand prit la parole pour briser le silence. « Les sanctionner, c'est nous sanctionner nous-mêmes. Notre industrie automobile ne peut pas survivre sans le cobalt du Congo. Nos réseaux électriques ne peuvent pas fonctionner sans l'uranium du Niger. » Ces mots résonnèrent de lourdement dans la salle. Mais il n'osa pas aller plus loin. S'opposer ouvertement à la ligne de Washington aurait sans été un suicide politique. Alors, les doutes se répandirent discrètement dans les couloirs, sans jamais entrer dans les comptes rendus officiels. Pendant ce temps, les partis d'opposition en Europe flairaient de l'occasion. À Berlin, des parlementaires demandaient pourquoi les travailleurs ordinaires devraient payer le prix d'une guerre tarifaire contre l'Afrique. À Paris, les syndicats avertissèrent du risque de licenciement si les marchés de l'or étaient perturbés. Et même à Londres, les inquiétudes grandissaient. Sur les plateaux des émissions nocturnes, des commentateurs osaient poser l'impensable. Avons-nous sous-estimé la puissance de l'Afrique ? Mais la voix de Trump couvrait tout. Lors de ces rassemblements retransmis à travers le monde, il promettait d'apprendre à l'Afrique sa place, présentant la crise comme une épreuve de la domination occidentale. La foule rugissait d'approbation, mais les diplomates qui écoutaient à l'étranger entendaient autre chose. Le bruit d'un ordre mondial qui se fissurait sous le poids de sa propre arrogance. Tandis que l'Europe se débattait dans ses divisions, les nations des BRICS avançaient avec une précision silencieuse. À Pékin, les responsables du commerce annoncèrent des lignes de crédit d'urgence pour les exportateurs africains, contournant entièrement les banques occidentales. À Moscou, des délégations arrivaient avec des offres de co-entreprise dans le raffinage de l'or et l'exploitation pétrolière. On promit qu'aucun tarif ne pourrait atteindre un seul baril une fois reconditionné sous contrats eurasiens. New Delhi fit un geste peut-être encore plus audacieux en s'engageant à acheter le pétrole brut sahélien dans le cadre d'accords à long terme, garantissant ainsi un marché même si l'Europe tournait le dos. Chaque pas envoyait un signal clair. L'Afrique ne resterait pas seule. À Ouagadougou, ces offres arrivaient comme des bouées de sauvetage. Pourtant, Ibrahim Traoré et ses alliés de l'Alliance des États du Sahel restaient prudents. Ils comprenaient les enjeux. Accepter trop vite des accords extérieurs pouvait simplement remplacer une dépendance par une autre.
Alors ils avancèrent avec méthode. Des équipes d'économistes et d'ingénieurs furent dépêchées pour sécuriser des réserves stratégiques de pétrole et d'or. Aux frontières, les troupes renforcèrent la protection des zones minières, veillant à ce qu'aucun sabotage ne puisse étouffer l'approvisionnement à la source. Et au cœur du sommet, les dirigeants commencèrent à rédiger un cadre non pas pour la survie, mais pour la souveraineté. Une charte africaine des ressources qui traiterait le pétrole, l'or et d'autres matières premières, non comme de simples marchandises, mais comme des instruments d'indépendance. Pendant des décennies, l'Afrique avait été contrainte de réagir, de mendier de l'aide, de plier sous les sanctions, de s'adapter à des conditions imposées ailleurs. Désormais, pour la première fois, le continent fixait lui-même les règles du jeu. Et tandis que les lumières de Bruxelles restaient allumées tard dans la nuit, les dirigeants européens comprirent l'impensable. L'équilibre du pouvoir sur le pétrole et l'or ne leur appartenait plus. La contre-attaque ne vint pas avec des chars ou des missiles. Elle arriva en silence, dissimulée dans le langage de la finance et de la technologie. Quelques jours après le sommet de la défiance africaine, les banques européennes commencèrent à geler les comptes liés aux compagnies d'État du Burkina Faso et du Mali. Des cargos chargés de brut et de lingots furent retenus dans les ports méditerranéens. Leurs documents subitement placés sous examen. Les compagnies d'assurance, toutes basées dans des capitales occidentales, refusèrent de couvrir les expéditions africaines, laissant les exportateurs paralysés avec leurs barils de pétrole et leurs cargaisons d'or. Rien ne pouvait bouger. Puis vint l'assaut numérique. Des unités cybernétiques anonymes s'infiltrèrent dans les serveurs gouvernementaux de Ouagadougou et de Bamako, provoquant l'effondrement de sites officiels, perturbant les transferts financiers et visant directement les systèmes conçus pour protéger les flux de ressources. Sur les écrans de télévision en Europe, une campagne médiatique coordonnée commença à façonner le récit. La campagne médiatique dépeignait Ibrahim Traoré comme un démagogue imprudent, un homme fort populiste entraînant sa nation vers la ruine. Les éditoriaux annonçaient que le pari africain se solderait par la faim et le chaos et que les populations finiraient par se retourner contre leurs dirigeants lorsque les privations deviendraient insupportables. Mais sur le terrain, la réalité dessinait un autre tableau. Oui, les prix montaient, les médicaments devenaient plus difficiles à trouver, les familles ressentèrent le poids des pénuries. Pourtant, au lieu de céder sous la pression, les communautés commencèrent à resserrer les rangs. Des volontaires distribuèrent de la nourriture dans les villages reculés. Des étudiants organisèrent des réseaux de solidarité pour maintenir les écoles ouvertes. Les paysans mirent leurs ressources en commun, veillant à ce que les récoltes atteignent les marchés sans dépendre d'intermédiaires étrangers. Ce qui devait fracturer l'Afrique était en réalité en train de la souder. L'escalade, elle, fut rapide. Des drones sans insigne apparurent dans le ciel sahélien, leurs ombres glissant sur les sables du désert. Officiellement, il s'agissait d'opérations de surveillance, mais chacun savait que ce n'était que le début. Dans les ports côtiers, les cargaisons de cacao et de café africains se virent soudain imposer des tarifs 3 fois plus élevés qu'auparavant. Ce qui avait autrefois été célébré comme un partenariat devint soudain un simple pion dans une partie d'échecs économiques impitoyables. Dans les capitales africaines, les alarmes retentissaient chaque jour. Les réseaux électriques vacillaient sous les cyberattaques. Des entreprises étrangères abandonnaient discrètement des projets d'infrastructure en invoquant l'instabilité. Les ambassades occidentales publiaient des avertissements aux voyageurs, asséchant les revenus du tourisme en une nuit. Cette pression n'était pas seulement conçue pour frapper les gouvernements, mais aussi pour miner le moral, pour convaincre les citoyens ordinaires que la résistance était vaine. Mais Ibrahim Traoré perça la manœuvre lors d'une réunion d'urgence de l'Alliance des États du Sahel. Il déclara à ses homologues « Ils essaient de dresser nos peuples contre nous. Ils croient que les épreuves nous briseront. Mais les épreuves ne sont pas nouvelles pour l'Afrique. » Ces mots résonnèrent profondément. L'AES répondit par des mesures qui surprirent les observateurs. Des convois de ressources furent désormais escortés par des forces de sécurité conjointes. Les banques locales mirent en place des systèmes de paiement adossés à l'or afin de contourner les transferts occidentaux. Des ingénieurs au Niger et au Mali travaillèrent de jour et nuit pour stabiliser les réseaux électriques, tandis que le Burkina Faso annonçait la création d'un fonds national de réserve alimenté par les revenus du pétrole et de l'or. Ce n'étaient là pas des gestes désespérés. C'étaient des signaux de résilience. L'Occident voulait acculer l'Afrique. Au lieu de cela, l'Afrique apprenait à se tenir debout par elle-même. Et chaque tentative avortée de fracturer le continent ne faisait que resserrer les liens autrefois fragiles. Le tournant ne vint pas d'un champ de bataille, mais d'une diffusion télévisée. Un soir, la télévision nationale interrompit ses programmes pour montrer Ibrahim Traoré debout. À un simple pupitre, il n'était pas entouré de généraux aux uniformes impeccables. Non,
Autour de lui se tenaient des mineurs encore couverts de poussière, des paysans aux mains calleuses et des ingénieurs aux vestes usées. Ensemble, ils formèrent le décor d'une autre forme de puissance. Le discours de Traoré était clair, sans phare, impossible à ignorer. On dit que nous sommes imprudents, moi je dis que nous sommes libres. Le pétrole et l'or n'appartiennent pas à l'Europe, ils appartiennent à l'Afrique. À partir de ce jour, ils ne couleront plus sans dignité. Ces mots traversèrent les ondes, portés par les radios des villages comme par les téléphones des grandes villes. La réaction fut électrique. À Lagos, des fresques apparurent du jour au lendemain représentant des barils de pétrole drapés aux couleurs africaines. À Kinshasa, les marchés éclatèrent en acclamations lorsque le discours fut rediffusé à travers la diaspora. Partout, une même phrase fleurissait sur les réseaux des jeunes Africains. « Si Traoré tient debout, nous tenons avec lui ». À l'international, les répercussions furent immédiates. Les médias occidentaux tentèrent de réduire l'allocution à un simple élan de populisme. Mais l'image de travailleurs debout, épaule contre épaule avec leur président, résonna bien au-delà des frontières africaines. En Amérique du Sud, des militants y virent l'écho de leur propre lutte contre l'exploitation des richesses. En Asie, des commentateurs évoquèrent la naissance d'un nouvel axe de la dignité. Pour l'Europe et les États-Unis, c'était le cauchemar matérialisé. Plus ils tentaient d'isoler l'Afrique, plus ses dirigeants apparaissaient non comme des rebelles, mais comme des pionniers. L'embargo, loin de briser le continent, avait forgé une identité nouvelle. Et alors que Bruxelles croyait avoir atteint le pire, une révélation éclata comme un coup de tonnerre. Un rapport d'enquête, signé du même journaliste européen anonyme qui avait déjà révélé le plan des tarifs, venait à nouveau de surgir. Cette fois, le rapport contenait des correspondances fuitées, courriels, brouillons de contrats entre de puissants conglomérats occidentaux et de hauts responsables. Les documents révélaient que, bien avant même l'annonce de la stratégie des tarifs, des accords secrets avaient déjà été préparés pour privatiser les champs pétroliers et les mines d'or d'Afrique, sous le prétexte fallacieux de programmes de stabilisation d'urgence. Le langage employé était glaçant de brutalité. Les réserves pétrolières du Niger devaient être concédées pour 50 ans à un consortium occidental à des prix dérisoires. L'or du Burkina Faso, quant à lui, devait contourner entièrement les trésoreries africaines pour être dirigé directement vers des comptes offshore contrôlés depuis Londres. Ce plan n'avait rien à voir avec des tarifs douaniers. Il s'agissait de contrôles permanents. Lorsque l'histoire éclata au grand jour, une vague d'indignation balaya le continent. À Bamako, des foules envahirent les bureaux de compagnies étrangères pour exiger des comptes. À Ouagadougou, Traoré convoqua une nouvelle session d'urgence. Sa voix, posée mais implacable, résonna. Le masque est tombé. Ce n'était jamais une question d'équité. C'était du vol déguisé en politique. Pour les Africains ordinaires, cette révélation ne fit qu'endurcir leur détermination. Les sacrifices, les prix élevés, les pénuries soudaines n'étaient plus perçus comme une punition. Ils devinrent une preuve. La preuve que leurs dirigeants les protégèrent d'un schéma vieux d'un siècle, prêt à se répéter. Les répercussions furent immédiates. Les dirigeants européens se précipitèrent pour nier l'authenticité des documents, les qualifiant de fabrication. Mais les détails étaient trop précis, les chiffres trop exacts, les signatures trop familières. Les analystes financiers confirmèrent que les projets de contrat ressemblaient étrangement aux arrangements utilisés à l'époque coloniale. Pour beaucoup d'Africains, ce n'était pas une surprise, c'était une confirmation. La preuve que les chaînes de dépendance n'avaient fait que changer de forme. Traoré saisit l'instant. Devant une salle comble de parlementaires africains, il proclama « Il voulait envoler non seulement notre pétrole et notre or, mais aussi notre avenir. Si nous acceptons cela, alors chaque sacrifice enduré par notre peuple n'aura servi à rien. Mais si nous résistons, nous transformerons leur vol en notre renaissance. » La chambre éclata en applaudissements. Et à travers le continent, la dynamique s'accéléra. Les dirigeants de l'AES annoncèrent une enquête conjointe sur tous les contrats étrangers signés au cours des 2 dernières décennies. Dans les rues de Dar es Salaam, de Lagos et de Kinshasa, les manifestants brandissaient des pancartes. Plus de chaînes cachées. Même les diasporas, à Paris et à New York, descendirent dans la rue pour exiger la transparence des multinationales occidentales. Le récit avait basculé. Ce qui avait commencé comme une simple querelle tarifaire s'était transformé en bien davantage un véritable référendum sur le droit de l'Afrique à contrôler sa propre richesse. Et pour la première fois dans la mémoire vivante, l'Afrique n'était plus sur la défensive. C'est l'Occident qui dut se justifier, pris au piège de sa propre hypocrisie. Et lorsque la poussière retomba, une vérité demeura intacte. L'Afrique avait tenu bon. Ce qui n'avait commencé que par des murmures de tarifs s'était transformé en une tempête, révélant l'ampleur de la dépendance occidentale et les manœuvres désespérées pour garder le contrôle. Mais face à chaque sanction, chaque campagne de dénigrement, chaque contrat dissimulé, le continent avait répondu par l'unité.
Le pétrole et l'or du Burkina Faso n'étaient plus des symboles de pillage mais des emblèmes de puissance. Ils devinrent le cri de ralliement d'une génération qui refusait de plier, même dans l'épreuve. Les villages de la Vasie serraient la ceinture, mais la dignité, elle, demeurait intacte. Et dans cette dignité naquit quelque chose de nouveau, la conviction que l'avenir de l'Afrique ne s'écrirait plus dans les bureaux étrangers, mais dans les mains de son propre peuple. Devant une mer de drapeaux, lors de la clôture du sommet de l'AES, la voix de Traoré résonna par-delà les frontières. Il pensait que la faim nous ferait taire. Au contraire, elle nous a réveillés. À partir de ce jour, l'Afrique n'est pas un marché. Ils nous rencontreront en égaux ou pas du tout. Et tandis que ces mots parcouraient le continent, ce n'était plus seulement un discours. C'était l'aube d'un nouveau chapitre. Si vous croyez que la dignité de l'Afrique vaut plus que l'or, partagez cette histoire.